Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'éoliennes. Alors, est-ce que c'est l'avenir ou est-ce qu'on nous vend du vent ? On va parler de l'exergie qu'on arrive à extraire du vent. Les vents qui nous intéressent ici sont dus à des différences de température entre deux masses d'air. L'air étant chauffé pour l'immense majorité par notre soleil, exploiter les vents revient à exploiter indirectement l'énergie émise par le soleil. Et notre espèce se sert de cette exergie depuis longtemps. Ah bah oui, pour les bateaux. Oui, les premiers bateaux à voile remontent à 5000 ans. Un bateau à voile utilise l'énergie cinétique d'une masse d'air pour se propulser. L'invention du moulin à vent remonterait aux Perses, mais ils étaient bien différents des moulins qui se développent en Europe à partir du XIIe siècle. Au XIXe siècle, l'Europe est couverte de milliers de moulins à vent. On s'en sert pour moudre le grain, produire de l'huile, battre du métal ou des fibres et pomper de l'eau. Ah mais c'est comme pour les moulins à eau, mais avec du vent. On utilise l'énergie cinétique du vent pour mettre plein de trucs en mouvement, mais il n'y a pas de conversion d'énergie. C'est bien, je vois que tu as compris et retenu la dernière vidéo. Ce qui nous intéresse ici, c'est quand on a commencé à utiliser les moulins pour produire de l'électricité. Attends, on fait ça? Bah, une éolienne, si on caricature un peu, c'est un moulin avec un alternateur électrique. L'énergie cinétique de la masse d'air met en mouvement les pales, et ce mouvement est converti en électricité grâce à un alternateur électrique. Ok, mais c'est un peu plus compliqué qu'un moulin quand même. Un peu, oui. D'abord, on a besoin de fondations qui ancrent solidement l'éolienne dans le sol, le plus souvent en béton armé. Puis on place un mât qui mesure généralement entre 50 et 130 mètres et fait entre 4 et 7 mètres de large à sa base. Le mât supporte la nacelle qui contient l'alternateur et d'autres pièces mécaniques. La nacelle tourne par rapport au mât pour toujours orienter l'éolienne face au vent. La nacelle est traversée par l'axe horizontal de l'éolienne qui est solidaire du rotor. Le rotor étant la partie rotative qui porte les pales, le plus souvent en nombre de 3. Quand on a du vent, le rotor tourne, son énergie mécanique est convertie en énergie électrique par l'alternateur. Cette électricité peut être injectée sur le réseau via un transformateur qui se trouve souvent sur la base de l'éolienne. Et on peut récupérer toute l'énergie cinétique du vent? Eh bien non. Il y a une limite théorique qui a été mise en évidence par Albert Betz, un physicien allemand pionnier des technologies éoliennes. D'ailleurs, c'est logique, si on récupérait toute l'énergie cinétique contenue dans une masse d'air, elle ne bougerait plus et resterait juste derrière l'éolienne. Pour que l'air continue de circuler et du vent d'arriver sur la turbine, il faut qu'il reste de l'énergie cinétique à cette masse d'air. La limite de Betz indique que la puissance théorique maximale récupérable par l'éolienne est égale à 16/27e de la puissance incidente du vent qui traverse l'éolienne. 16/27e, c'est chelou. Pourquoi 16/27e? Ça vient d'où? Ça vient de calculs de mécanique des fluides un peu compliqués et on va s'en passer. Et c'est quoi la puissance incidente? C'est la puissance cinétique, donc l'énergie cinétique qui traverse le plan des pales de l'éolienne en 1 seconde. Et l'énergie cinétique, vous savez sûrement que c'est la moitié de la masse multipliée par la vitesse au carré, 1/2 de mv2. Ok, V c'est facile, c'est la vitesse du vent. Mais c'est quoi la masse? Eh bien, ça dépend de la vitesse du vent, de la surface couverte par les pales et de la masse volumique. Si on regarde un vent qui va à, disons, 10 mètres secondes, toute l'air en face des pales à moins de 10 mètres va traverser la surface des pales en 1 seconde. En multipliant la surface par la vitesse, on obtient donc le volume d'air qui traverse en 1 seconde la surface balayée par les pales. Il suffit ensuite de multiplier ce volume par la masse volumique de l'air pour obtenir la masse. Après, il faut bien sûr ajouter un petit facteur d'efficacité de l'éolienne, puisqu'on ne récupère jamais la totalité de ce qui est théoriquement possible. Pourquoi tu nous montres une formule là? Tu veux juste faire flipper les spectateurs? Non, c'est intéressant de voir les différents paramètres qui jouent. La masse volumique implique qu'un changement de température entraîne un changement de la puissance. Une éolienne produit 3% de plus d'électricité. Si toute chose égale par ailleurs, l'air est plus froid de 10 degrés. Ok, ça fait pas une grosse différence. Non, c'est vrai. Mais cette formule montre surtout que la puissance captée par l'éolienne augmente avec le cube de la vitesse. Donc si la vitesse du vent est multipliée par 2, la puissance récupérée par l'éolienne est multipliée par 8. Et une éolienne, ça fonctionne avec des vents de combien? Eh bien, ça dépend des éoliennes. Mais pour avoir un ordre de grandeur, les éoliennes fonctionnent avec des vents entre 10 et 90 km/h. Beaucoup d'éoliennes d'aujourd'hui sont à pas variables. Les pales peuvent changer leur orientation.
Quand le vent commence à se lever, les pales sont orientées pour lancer l'éolienne, puis changent d'orientation avec la vitesse du vent et de la rotation pour maximiser la puissance tirée. Et si on a des vents de plus de 90 km/h, l'éolienne se fait arracher? Non, et fort heureusement. Si ce sont des éoliennes à pas variables, les pales se mettent en drapeau en cas de vent violent. Elles ne posent plus aucune résistance au vent et l'éolienne arrête de tourner. Les éoliennes sont aussi dotées de freins et sont parfaitement capables de s'arrêter en cas de problème. Même si quelques cas particuliers de rupture peuvent faire les gros titres, l'immense majorité des éoliennes font face aux tempêtes sans gros problème. Ok, c'est clair, en gros il vaut mieux avoir du gros vent à cause de ta formule qui montre que quand on multiplie la vitesse du vent par 2, on multiplie la puissance par 8. Et si on reprend cette équation, on apprend autre chose d'intéressant. On voit que cette puissance augmente aussi avec le carré de la taille de la pale. Quand on double la taille de la pale, on multiplie par 4 la surface balayée et donc par 4 la puissance récupérée. Mais du coup on n'a qu'à faire des éoliennes géantes. Et on en fait des très grosses. L'éolienne V164 par exemple fait 220 mètres de haut et sa nacelle pèse 390 tonnes. Avec un diamètre de 164 mètres pour son hélice, c'est vraiment un truc énorme. 164 mètres, c'est un immeuble de plus de 50 étages. C'est pas rien. L'amélioration des éoliennes s'est accompagnée d'une augmentation de leur taille. Et une grande éolienne a aussi accès à des vents plus hauts qui sont souvent bien plus stables. Cette tendance aux éoliennes géantes va continuer et on prévoit des éoliennes de plus en plus grandes. Moi, j'ai jamais vu une éolienne de cette taille-là. Et ce n'est pas étonnant, cette éolienne géante a été installée au large de l'Écosse, parce que comme tu le sais sans doute, on fait aussi de l'éolienne offshore, autrement dit au large. Le plus souvent, l'éolien offshore se fait sous forme de parc éolien, plusieurs éoliennes sur un même site. Comme pour l'éolien terrestre en fait, sauf que pour l'éolien offshore, les parcs peuvent être beaucoup plus gros. Ok, mais quel avantage à mettre les éoliennes au large? Le vent y est plus soutenu et plus régulier. Pour la même puissance, une éolienne offshore peut produire jusqu'à 2 fois plus d'électricité qu'une éolienne terrestre. Les mers offrent de grands espaces où on peut installer des parcs éoliens en provoquant moins de gêne que sur les terres. Et ça, je suppose que c'est plus compliqué et plus cher. Eh bien, c'est vrai que c'est bien plus cher à l'installation. Il faut amener les éoliennes et les fixer sur le fond marin. Le raccordement de ces parcs éoliens au réseau est également compliqué et coûteux, puisque les parcs sont souvent loin des lignes à haute tension déjà construites. En plus du câblage, il faut construire des infrastructures dans les zones côtières qui sont souvent protégées. Et puis, s'il y a un problème, c'est plus compliqué d'intervenir. Enfin, on ne peut pas en mettre n'importe où. Il faut avoir une zone peu profonde où arrimer les éoliennes. Si on a plus de 50 mètres de fond, ça devient très compliqué ou beaucoup trop coûteux. En gros, on ne peut pas mettre des éoliennes offshore partout. Non, et ça peut être gênant, parce que dans certaines zones, les fonds marins chutent rapidement. C'est par exemple le cas de la façade atlantique de la France. On ne peut pas y installer d'éoliens offshore parce que c'est trop profond. Mais ça va sûrement changer à l'avenir. Ah ouais, genre on va faire des mâts géants et les arrimer hyper profonds. Non, de l'éolien flottant. Attends, t'es sérieux là? Flottant? Bah on met l'éolienne sur un gros flotteur qui est arrimé au fond. Du coup on peut déployer de l'éolien en mer même si le fond est à plus de 50 mètres. C'est quelque chose qui se développe et il y a déjà des prototypes en taille réelle à l'essai. Mais ce type d'éolien demande encore des expérimentations avant d'être déployé à l'échelle industrielle. Par contre, il est très probable que cette technologie se développe à l'avenir et il y a des gros gisements d'éolien disponibles au large. La France disposerait du second gisement d'Europe pour le développement de l'éolien en mer après le Royaume-Uni. Bref, il faut garder ce développement à l'œil. Genre on met une énorme éolienne sur une bouée. C'est nimp. Pourtant, une éolienne flottante est déjà au large depuis 2011. C'est une petite de 70 mètres de haut et de 2 MW. Mais des éoliennes plus grosses sont déjà prévues. Après, je ne dis pas que l'éolien flottant prendra exactement la même forme que les éoliennes offshore qui sont fixées au fond. Le flottant a d'autres contraintes et utilisera probablement des modèles un peu différents. Comme la technologie du flottant est encore largement en développement, on ne peut pas en dire beaucoup plus pour l'instant. Avec tout ce qu'on a dit là, le petit éolien domestique, c'est un peu mort, je suppose. Il existe du petit éolien comme du petit hydraulique. Par contre, le fait que ce soit de petite taille fait perdre l'effet d'échelle et bloque au niveau du sol où les vents turbulents sont plus difficiles à récupérer. Il faut vraiment faire une étude préalable pour s'assurer que c'est rentable. Il y a de nombreux designs possibles, mais on pense souvent à celui-là pour le voir dans les films américains. Par contre, ces éoliennes sont souvent installées pour du pompage et donc pour une énergie mécanique et non électrique. Le petit éolien reste très marginal parce que ce n'est pas très efficace. C'est souvent bien plus cher que les panneaux photovoltaïques par exemple. D'ailleurs, ces panneaux produisent de l'électricité proportionnellement à leur surface et sont donc plus adaptés à une utilisation domestique. Mais on en parlera dans la prochaine vidéo. Elle est quand même marrante cette éolienne avec plein de pales. Il y a des designs différents.
On fait de l'éolien de toutes les tailles mais aussi de toutes les formes. Depuis le début, on parle des éoliennes classiques à axe horizontal, mais il y a des éoliennes à axe vertical qui sont assez classes. Ces éoliennes ont souvent des rendements plus faibles que les éoliennes à axe horizontal et c'est leur gros défaut. Mais elles sont moins encombrantes et plus faciles à mettre en place parce que la génératrice est au sol. Le fait d'avoir la génératrice au sol pourrait aussi aider pour l'éolien flottant. Certains designs proposés utilisent des éoliennes à axe vertical, le poids étant en bas de la structure. Il y a donc besoin d'un flotteur plus petit. Pour l'instant, les éoliennes à axe vertical sont largement minoritaires. Ok, maintenant que je comprends l'éolien, on peut attaquer les défauts. Et je suis sûr que tu en connais déjà. Alors vas-y, je te laisse en proposer. Eh ben déjà, les éoliennes, c'est pas très écolo, ça tue les oiseaux. Oui, les éoliennes tuent les oiseaux, mais l'homme en général en tue un bon paquet. Pour bien illustrer ça, l'étude la plus complète est une étude canadienne de 2013 qui regarde comment nos activités tuent le plus les oiseaux. Le gros avantage de l'étude, c'est qu'elle est basée sur 186 millions d'oiseaux morts, donc un bon paquet. La première cause de mortalité sont les chats errants, suivis des chats domestiques, puis plus loin derrière, les lignes à haute tension et les collisions avec des bâtiments. Selon cette étude, l'éolien au Canada en 2013 n'explique qu'une mort d'oiseau sur 14 265 due directement ou indirectement à l'homme. T'es en train de nous dire que c'est pas grave que ça tue des oiseaux parce qu'on en tue déjà plein. C'est pas un peu de la merde comme argument ça? De façon générale, les études montrent que le nombre d'oiseaux tués par les éoliennes est faible et ne serait que de quelques oiseaux par an et par éolienne. Si on compare l'éolien et le fossile par exemple, les énergies fossiles tuent pour la même production d'électricité plus d'oiseaux que l'éolien. C'est moins visible parce que l'oiseau mort se retrouve au pied de la turbine, alors que les énergies fossiles vont impacter la faune via des pollutions lors de l'extraction ou de la combustion. De façon générale, il ne faut pas regarder les moyens d'extraction de l'énergie dans l'absolu, mais relativement, parce que tout le monde veut de l'énergie au bout du compte. Et en relatif, l'éolien ne tue pas tant d'oiseaux. Donc, on ne se préoccupe pas du tout de l'impact sur les oiseaux. Je ne dis pas ça non plus. La Ligue de protection des oiseaux s'est penchée sur la question, et même elle a conclu qu'il n'y avait pas beaucoup d'oiseaux morts. Par contre, il y en avait plus près des sites naturels protégés. Elle préconise donc d'éviter d'installer des éoliennes aux alentours de ces sites. Certaines espèces peuvent aussi être plus vulnérables pour différentes raisons. Je n'exclus pas qu'on refuse l'éolien dans certains cas, mais l'idée qui ferait des éoliennes des tueurs d'oiseaux est fausse. L'éolien semble par contre être plus problématique dans le cas des chauves-souris, au point que certaines éoliennes peuvent être arrêtées lorsque les conditions météo sont là pour que les chauves-souris volent au niveau des pales. Mais ce sont des évaluations au cas par cas. Je vois, mais les éoliennes, ça fait du bruit et ça a un impact sur la santé. Les éoliennes font du bruit, c'est une réalité. Une partie des émissions sonores des éoliennes se situe à une fréquence plus faible que ce qu'on peut entendre, en dessous de 20 Hz. Et on connaît très mal l'impact de ces infrasons. Les éoliennes sont souvent construites loin des habitations. La limite légale est de 500 mètres, mais la distance effective est souvent plus élevée. Le niveau de bruit auquel les populations sont exposées est assez faible. De grosses études sont en cours, notamment au Danemark et en Allemagne, donc on devrait en savoir plus sous peu. Et pour l'instant, on a quoi comme élément? C'est une recherche en cours, donc c'est assez dur de se prononcer, mais pour l'instant ça n'a pas donné grand-chose. En France, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a rendu un rapport en 2017. En conclusion, l'agence précise que les données disponibles ne mettent pas en évidence d'arguments scientifiques prouvant l'existence d'effets sanitaires liés aux expositions au bruit des éoliennes. Certaines études montrent même un effet nocebo, en gros l'inverse du placebo. Des symptômes néfastes apparaissent chez des individus qui pensent que l'éolien a un impact important sur la santé. Les gens qui souffrent le plus de ces symptômes sont ceux qui ont une opinion négative des éoliennes. Et il y a beaucoup de gens qui ont une opinion négative des éoliennes. Entre ceux qui craignent pour le bruit, pour leur santé, ceux qui pensent que c'est des moyens de production inefficaces, ceux qui pensent qu'on n'a pas de problèmes environnementaux, et ceux qui trouvent que l'éolien est moche et défigure le paysage, il y a une résistance assez forte chez une partie de la population. C'est un problème assez classique en fait. Tout le monde veut de l'électricité, mais beaucoup préfèrent qu'elle soit générée dans le jardin de leurs voisins plutôt que dans le leur. L'acceptabilité sociale d'une technologie comme l'éolien par les populations joue un grand rôle dans son déploiement. Dans le rapport 100% renouvelable de l'ADEME par exemple, l'acceptabilité sociale est une variable clé et différentes hypothèses sont faites dessus dans les scénarios proposés. Cette acceptabilité sociale peut être totalement décorrélée des faits. Donc une technologie efficace peut être mal perçue par la population et inversement. Évidemment, et c'est aussi pour ça que je fais mes vidéos, pour essayer de faire coïncider les perceptions avec les faits, en informant au maximum les gens qui s'intéressent à ces technologies. Tiens, j'ai déjà entendu qu'il y avait un souci avec les terres rares.
C'est faux, ça aussi. On parle effectivement de l'utilisation des terres rares dans les technologies renouvelables. Les terres rares sont un groupe de métaux qui sont pas forcément rares, mais souvent très dilués dans la croûte terrestre et donc difficiles d'exploitation. Beaucoup de terres rares sont indispensables à nos technologies modernes. Certaines terres rares s'épuisent vite et l'exploitation de la majorité d'entre elles provoque pas mal de dégâts environnementaux. La question est donc légitime. Et dans le cas des éoliennes, on a besoin desquelles? On a surtout besoin de néodyme. Le néodyme est une terre rare qui permet de produire des aimants permanents plus puissants et plus petits. C'est pourquoi on l'utilise par exemple dans les vibreurs, les microphones et les haut-parleurs de téléphones portables pour pouvoir miniaturiser les aimants et faire des téléphones plus petits. Pour les éoliennes qui utilisent des aimants permanents au néodyme, il faut en plus les doper avec une autre terre rare, le dysprosium. Miniaturiser les aimants dans une éolienne peut être intéressant parce qu'on n'a pas toujours énormément de place dans la nacelle de l'éolienne. Mais ces aimants permettent aussi de se passer d'une boîte de vitesse, un élément mécanique et donc sujet à des pannes. C'est pourquoi certaines technologies d'éoliennes utilisent des terres rares. Seulement certaines? Et oui, il y a des éoliennes sans terres rares. Les éoliennes du fabricant Enercon par exemple n'utilisent pas de terres rares dans leurs aimants. En France, moins de 10% des éoliennes contiennent du néodyme ou du dysprosium. Les terres rares peuvent être un problème pour le développement de l'éolien et c'est quelque chose à garder à l'œil. C'est aussi un secteur actif de la recherche et il y a des pistes pour remplacer ces aimants fabriqués avec des terres rares. Mais contrairement à ce que j'ai pu penser, et même dire dans ma vidéo sur les métaux avant qu'un commentaire ne vienne m'éclairer, ce n'est pas vital pour l'éolien et ce n'est pas nécessaire pour toutes les éoliennes. Les terres rares font partie de l'équation mais ne mettent pas toute la filière en jeu. Et le reste des matériaux, ça donne quoi? De l'acier, du béton pour le mât et les fondations, et des fibres de verre et de carbone pour la plupart des pales. Ces matériaux ont aussi des impacts à la production, mais posent beaucoup moins de problèmes que les terres rares. L'acier se recycle, seule une faible part de l'éolienne ne peut pas se recycler. L'éolien va avoir besoin de certains métaux qui peuvent poser des problèmes à court ou moyen terme, comme l'argent ou le cuivre, mais ce n'est pas une spécificité de cette filière. Le socle en béton peut être réutilisé si on réinstalle une éolienne au même endroit. D'ailleurs, une éolienne, ça a quoi comme durée de vie? De ce que j'ai pu voir, la plupart des modèles ont une durée de vie de 20 à 25 ans, même si ça peut évoluer avec les modèles et au fil du temps. Si la législation évolue ou que les éoliennes sont plus grandes et donc plus espacées, des socles en béton deviennent inutiles parce qu'il n'y a pas d'éoliennes dessus ou parce qu'ils sont trop petits pour les nouveaux modèles. Ok, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, ce serait beaucoup trop cher de retirer des tonnes et des tonnes de béton. Ce qui est légalement prévu, c'est d'abraser la partie supérieure du socle et d'avoir 1 mètre de terre pour des terres agricoles et 2 mètres pour des forêts. Cette grosse quantité de béton armé qu'on laisse dans le sol est le principal souci du démantèlement de l'éolien. Ok, tu t'en sors bien avec les défauts, mais il y a un gros problème dont on n'a pas encore parlé, l'intermittence. On en parle tout le temps, tu vas pas non plus me dire que ça aussi c'est bidon. Touché. Le gros problème des éoliennes, c'est le vent. Il ne souffle pas tout le temps. En mettant des éoliennes en mer et en les faisant de plus en plus hautes où le vent est plus stable, on essaye de s'affranchir partiellement de l'intermittence. Mais il y a encore une grosse variabilité. Et avec un vent trop faible, l'intérêt de notre éolienne diminue grandement. Il ne souffle pas tout le temps, mais il souffle toujours quelque part, non? Si on a des éoliennes partout, on est tranquille. C'est ce qu'on appelle le foisonnement. Il y aurait toujours du vent quelque part, et en ayant une grande couverture d'éoliennes, on pourrait toujours produire de l'électricité avec le vent. Malheureusement, on ne le voit pas trop à l'œuvre. On voit sur le site de RTE que la production électrique de l'éolien est extrêmement variable. On pourrait dire que les éoliennes sont mal réparties en France. Mais si on regarde en Allemagne qui a beaucoup plus d'éoliennes, on voit aussi une forte variation de la production électrique des éoliennes. Il peut même y avoir des périodes de plusieurs jours sans vent ou avec des vents très faibles. La seule bonne nouvelle de cette variabilité, c'est qu'il y a plus de vent en hiver où les besoins sont plus importants. Ok, donc le foisonnement, c'est n'importe quoi. Disons qu'on ne le voit pas trop à l'œuvre, mais il faut noter que la France a un avantage par rapport à des pays comme l'Allemagne, le Danemark ou le Royaume-Uni. On dispose de plusieurs zones géographiques indépendantes en termes de vent. Le vent dans le sud-est de la France ne dépend pas des mêmes événements météo que le vent dans le nord-ouest. Quand on n'a pas de vent dans une région, on peut donc en avoir dans une autre. On diminue ainsi les risques de ne pas avoir du tout de vent. Du coup, les éoliennes ne tournent pas tout le temps. Ici, on doit faire appel à une notion importante, le facteur de charge. C'est le ratio entre l'énergie produite sur une période et l'énergie qui aurait été produite sur la même période si l'installation électrique avait tourné à pleine puissance. Une éolienne de 2 MW peut produire 2 MWh en 1 heure. Si elle n'en produit qu'un, elle a un facteur de charge de 50%. Évidemment, on fait plutôt ce type de calcul sur une année que sur une heure. Sur une année, on trouve que l'éolien a un facteur de charge autour de 25% en France.
Au passage, le facteur de charge de l'éolien offshore est plus élevé et tourne en moyenne autour de 40%. Donc une éolienne ne tournerait que le quart du temps. Pourtant on les voit souvent en mouvement, c'est bizarre. Non, 25% ne veut pas dire qu'elle tourne qu'un quart du temps. Elle peut très bien tourner tout le temps, mais que le vent ne soit pas suffisant pour qu'elle soit à pleine puissance. C'est très important d'avoir en tête le facteur de charge. Le nucléaire en France a un facteur de charge autour de 75% et l'éolien autour de 25%. Du coup, 1 gigawatt de nucléaire installé produit 3 fois plus d'électricité annuellement qu'1 gigawatt d'éolien. Je vous encourage à faire très attention à ça. Quand on lit que la puissance d'un parc éolien est la même que celle d'une centrale nucléaire, c'est peut-être vrai, mais il faudrait un parc éolien 3 fois plus puissant pour produire la même quantité d'électricité. D'ailleurs, vu qu'on a plein de nucléaire en France, combien il faudrait d'éoliennes pour remplacer une centrale nucléaire? Si on prend une centrale nucléaire de 900 MW et une éolienne terrestre typique de 2 MW, il faut 1350 éoliennes pour produire autant d'électricité qu'un réacteur nucléaire. Et avec une éolienne, on ne choisit pas quand on produit de l'électricité. Mais ce ne serait pas forcément une bonne idée de remplacer notre part de nucléaire par de l'éolien. Ok, mais pourquoi? Un des gros problèmes de l'intermittence, c'est que le consommateur veut toujours de l'électricité chez lui. Du coup, il faut avoir de quoi générer de l'électricité même quand les éoliennes tournent peu ou pas, ce qui impose de la redondance. Il faut d'autres moyens de production d'électricité. Sans stockage, une éolienne ne peut pas remplacer de la puissance installée, mais ne peut que s'y ajouter. Logique, moi je veux de l'électricité tout le temps, pas juste quand il y a du vent. Et ça a une conséquence directe. Si tu as une centrale au charbon et que tu installes des éoliennes, tu dois quand même garder ta centrale au charbon pour quand le vent faiblit. Sauf évidemment si le foisonnement te garantit d'avoir toujours un minimum d'approvisionnement éolien, mais pour l'instant c'est pas ou peu le cas. Du coup, tu dois quand même payer la construction et l'opération de cette centrale thermique. Dans ce cas-là, il faut comparer le coût total de l'éolien avec le seul coût du combustible dans la centrale thermique, puisque celle-ci doit être construite et entretenue. Les pays avec la plus grande part d'électricité éolienne en Europe sont aussi ceux avec l'électricité la plus chère. Danemark, Irlande, Portugal, Espagne, Allemagne. Effectivement, c'est gênant. Et l'intermittence pose un autre problème? Eh bien, vu que l'éolien peut varier très très vite, on ne peut pas compenser avec du nucléaire qui réagit assez lentement. Du coup, il faut avoir soit des centrales hydroélectriques, soit des centrales thermiques, charbon, pétrole et gaz. Les centrales au gaz sont celles capables de réagir très rapidement. Elles peuvent atteindre leur pleine puissance en quelques minutes. C'est moche, mais c'est logique. Et au choix, il vaut mieux faire appel à l'hydroélectricité qu'aux ressources fossiles. Mais on a vu dans la dernière vidéo que l'hydroélectricité atteint un peu ses limites en Europe. Du coup, ce sont souvent des centrales thermiques au combustible fossile qui fonctionnent en parallèle de l'éolien. Dans ce cas, les émissions de CO2 par kilowattheure sont assez élevées. Et c'est ce qu'on observe dans les pays européens qui disposent de beaucoup d'éolien. Sans stockage, sans hydraulique, l'éolien implique l'utilisation de ressources fossiles. La France en revanche a de faibles émissions de CO2 par kilowattheure du fait de sa grande part de nucléaire dans le mix électrique. Sur cette figure, on voit qu'il n'y a que le Danemark qui se retrouve en dessous de la moyenne européenne. Mais pourquoi le Danemark s'en sort mieux que les autres? Parce que le Danemark peut stocker sa surproduction dans les très grandes capacités de stockage hydraulique de la Norvège. En fait, l'éolien, c'est vraiment pas top. Eh bien, ça dépend complètement de la situation. Si un pays a les capacités de stockage et une grille électrique équipée pour supporter les énergies intermittentes, il a tout intérêt à développer l'éolien. Dans la pratique, ça veut souvent dire beaucoup d'installations hydroélectriques. Si un pays produit essentiellement son électricité avec du combustible fossile, le développement de l'éolien peut permettre de réduire la dépendance aux fossiles et les émissions de carbone en évitant de brûler une partie du combustible. Et c'est très bien. Et dans le cas de la France, où on a beaucoup de nucléaire? C'est un troisième cas de figure, puisqu'effectivement, le socle de notre production électrique ne repose pas sur les combustibles fossiles. Tant que la grille électrique peut supporter l'installation d'éoliennes, c'est une bonne chose. Mais si ça force à construire des centrales thermiques qui tournent aux ressources fossiles, ça le devient beaucoup moins. On retombe alors sur les débats nucléaires contre fossiles qu'on ne tranchera pas ici, mais dont on parlera dans les vidéos qui seront dédiées à ces moyens d'extraction d'exergie. Et si on faisait plus de stockage et qu'on gérait mieux le réseau? C'est une excellente question qu'on ne va pas avoir le temps de traiter ici. L'éolien et le solaire dont on n'a pas encore parlé sont hyper dépendants des contraintes de la grille électrique et des moyens de stockage. Mais c'est un sujet qu'on abordera plus tard, donc sur cet aspect, je vous laisse sur votre faim. Ok, mais l'éolien a au moins des avantages, non? Les avantages sont beaucoup plus évidents, donc on va passer moins de temps dessus. Une éolienne, pendant sa durée de vie, va fournir bien plus d'énergie qu'elle a eu besoin pour être construite.
On dit qu'elle a un très bon taux de retour énergétique, même meilleur que le pétrole si on regarde certaines quantifications, ce qui est assez rare dans les énergies renouvelables. On va le dire en clair, c'est un moyen d'extraction d'énergie très efficace. Et c'est une énergie renouvelable. Oui, c'est important aussi. Les énergies fossiles s'épuisent. L'avenir est au renouvelable. Parce qu'extraire de l'énergie de cette façon ne remet pas en cause l'existence de ce flux d'énergie demain. Au temps long, il y a de très grandes chances qu'on repose sur des moyens renouvelables d'extraire de l'énergie. Il faut voir les installations qui vont avec l'éolien et les moyens de stockage. Mais dans de bonnes conditions, l'éolien émet peu de carbone. L'éolien a aussi le très gros avantage d'avoir peu d'emprise au sol. Les éoliennes peuvent se mettre au milieu des champs sans empêcher la culture. L'éolien en France fournit 4,5% de la production électrique avec 24 TWh. Loin derrière le Royaume-Uni avec 45, l'Espagne avec 49 et surtout l'Allemagne avec 105 TWh. En proportion, le Danemark est le champion européen avec 41% de la production électrique suivi par l'Irlande à 24 et le Portugal à 23. L'Europe possède 33% de la puissance éolienne installée et 84% de la puissance éolienne en mer. Et dans le monde, on en est où? La Chine produit le quart du total mondial d'électricité éolienne. Les États-Unis sont juste derrière avec 24%. En tout, l'éolien couvre environ 1% des besoins énergétiques de l'humanité. Mais c'est une technologie récente qui est en plein essor. Du coup, est-ce qu'on a beaucoup de potentiel inexploité? On a un bon potentiel en France qui est encore très loin d'être complètement exploité. Si on se fie à la quantification de l'ADEME dans son rapport 100% renouvelable, il y aurait plus que la production électrique annuelle de la France. Je vous renvoie à l'annexe du rapport qui quantifie le gisement éolien en expliquant très bien la démarche. Le potentiel est aussi important au niveau mondial. Je n'ai pas envie de passer trop de temps sur le potentiel parce que le déploiement de l'éolien dépend surtout de la grille électrique, du mix existant et du stockage. Je pense que c'est assez dur de prédire son développement, mais aussi que ce développement n'est souhaitable que sous certaines conditions. Ok, imaginons, on n'a pas d'intermittence parce qu'on stocke. Et en plus, on stocke sans perte. On a le potentiel, et il faudrait combien à peu près d'éoliennes? Ok, mais c'est juste pour avoir un ordre de grandeur. Si on n'avait aucun souci d'intermittence et qu'on pouvait stocker sans aucune perte, il faudrait autour de 120 000 éoliennes de 2 MW pour produire toute l'électricité en France. Et ça fait quand même un bon paquet. Et pour produire et installer tout ça, il va falloir un paquet de pétrole. C'est vrai qu'on reproche parfois à l'éolien de nécessiter des énergies fossiles pour son déploiement. Et c'est vrai que c'est l'énergie fossile qui fait fonctionner les mines, les fonderies et les transports. Mais je pense qu'une énergie avec un bon taux de retour énergétique est capable de s'auto-entretenir. Pour moi, ce serait plutôt un argument pour investir nos ressources fossiles dans le déploiement du renouvelable qu'une remise en cause des éoliennes. Sauf qu'on n'est pas encore dans ce cas idéal où l'intermittence est réglée par un stockage parfait. Les éoliennes se sont développées ces dernières années au point de devenir une technologie mature et de se rapprocher de la limite théorique. On en voit de plus en plus dans nos paysages, même si elles produisent moins d'1% de l'énergie consommée par l'humanité. Certains des défauts de l'éolien ne sont pas nécessairement fondés. Les éoliennes tuent des oiseaux, mais dans des proportions minimes. Les terres rares ne concernent qu'une partie de la filière, et il n'y a pas encore d'éléments scientifiques démontrant un impact sanitaire important. Par contre, l'intermittence de l'éolien pose de gros problèmes et limite vraiment son déploiement. Vu que le vent ne souffle pas toujours, l'éolien ne peut que s'ajouter aux moyens d'extraction d'énergie existants. De plus, pour pallier à la variabilité très rapide, il faut de l'hydroélectricité ou des ressources fossiles. Et quand l'éolien impose la construction de centrales thermiques utilisant des ressources fossiles, ça devient problématique. L'éolien a, malgré tout, de bons arguments, en commençant par le fait d'être une technologie bas carbone qui repose sur un flux d'énergie renouvelable. Les éoliennes, en particulier les grandes, sont efficaces et fournissent sur leur durée de vie beaucoup plus d'énergie que ce qu'on a investi dans leur construction. Cette vidéo n'a pas pour but de rejeter cette technologie pour ses défauts, mais de bien identifier dans quelles conditions elle peut être bénéfique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je continue de vous apprendre plein de trucs sur un aspect fondamental de nos sociétés modernes, l'énergie. Moi, je peux vous dire que j'en apprends pas mal en faisant mes petites recherches. C'est un sujet fascinant qui ne cesse de me surprendre. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait et à partager cette vidéo autour de vous. Mon petit mot d'opinion sur l'éolien. Je trouverais ça vraiment dommage qu'on rejette une technologie comme celle-ci parce qu'on la trouve moche. Voilà, c'est dit, j'ai vraiment du mal avec ce type de pensée. Sinon, j'espère vous sortir une vidéo dans 2 semaines parce qu'après je pars en vacances. Si je me rate, vous devrez attendre plus d'1 mois avant d'avoir du nouveau contenu.
Mais soyons optimistes et à dans 2 semaines. La prochaine vidéo sur l'énergie sera très probablement sur le solaire. Voilà, c'était le réveilleur et à bientôt sur le net.